Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tous. Mon nom est Catherine Semrau, directrice adjointe d'Ariadne Labs. Nous sommes l'un des partenaires de mise en œuvre de l'accélérateur de connaissances Momentum. Je vais avoir l'honneur d'animer cet événement. Nous sommes heureux que vous soyez ici pour discuter des besoins urgents d'agir pour sauver la vie des enfants à travers le monde. Avant de commencer, je vais faire quelques remarques d'ordre logistique. D'abord, ce webinaire est organisé conjointement par le projet Momentum, financé par l'USAID et la Task Force sur la santé de l'enfant. Vous pouvez vous demander, qu'est-ce que c'est que Momentum? Momentum est un ensemble de 6 prix mondiaux qui travaillent dans 40 pays pour améliorer la santé et le bien-être des individus, des familles et des communautés, dans le but d'accélérer la réduction de la mortalité, de la morbidité maternelle, néonatale et infantile. Qu'est-ce que c'est que la Task Force sur la santé des enfants, la Child Health Task Force? C'est un réseau d'organisations internationales et nationales et d'individus qui travaillent à la conception et la mise en œuvre des programmes de santé infantile, approche fondée sur le parcours de vie. Nous proposons une interprétation simultanée pour cet événement, de l'anglais vers le français. Pour accéder à l'interprétation, si vous ne l'entendez pas déjà, veuillez cliquer sur le lien dans le chat ou vous pouvez le trouver dans la description de cet événement sur la plateforme que vous utilisez. Après avoir accédé au lien d'interprétation, merci de fermer cette fenêtre, sinon vous allez entendre le son des deux événements. Nous avons le grand honneur d'avoir un invité francophone du Niger qui prendra la parole au cours de cet événement. Il y aura alors d'interprétations consécutives pour toutes les questions qui lui seront adressées, aucune action nécessaire pour que vous puissiez l'entendre. Enfin, nous voulons vous rappeler que cet événement est enregistré. Nous vous enverrons l'enregistrement via nos canaux de médias sociaux et notre lettre d'information par courriel après l'événement. Notre premier orateur aujourd'hui sera le Dr Pavani Ram, qui est médecin en chef pour la santé mondiale à l'USAID. Ensuite, nous aurons notre collègue de Johns Hopkins et du GFF, Jennifer Requejo, qui donnera un aperçu de l'état de la santé infantile à travers le monde. Nous passerons ensuite à notre table ronde animée par un modérateur et nous terminerons avec les remarques de Dines Kazungami de la Child Health Task Force. Pavani, c'est à vous. Merci beaucoup, Catherine, et bienvenue à tous les collègues qui s'occupent de la santé infantile à travers le monde pour la discussion sur comment nous pouvons régler le problème. C'est une longue histoire de travailler sur la santé maternelle et infantile à travers le monde. Et ensemble avec les pays, les partenaires, nous sommes épatés. Nous avons pu réduire de plus de 50% la mortalité infantile. Cette décroissance, l'interprète s'excuse, mais le son est vraiment très très mauvais. Donc les programmes en matière de santé infantile sont inégaux et il nous faut encore beaucoup d'aide dans ce domaine. Les progrès en matière de santé infantile ont été ralentis. Il y a à peu près, en 2022, plus de 5 millions d'enfants sont morts de maladies non traitées qui auraient pu être prévenues. Chaque jour, c'est généralement, des enfants meurent de causes qui sont tout à fait empêchables. Le but, l'ODD numéro 3.2 sur la mortalité infantile, pour réduire la mortalité infantile. 46 de ces et 78% sont en Afrique. Les causes de la mortalité infantile, les premiers jours, les premiers mois de la vie, ces morts sont généralement associées à des complications à la naissance, avant la naissance, voire des problèmes de sepsie. En la période post-néonatale, les enfants meurent de pneumonie, de diarrhée et de malaria, tout ceci étant empêchable, avec des méthodes qui sont tout à fait déjà testées et éprouvées. Cela peut être adressé avec des priorités en matière de santé et de soins infantiles. Vaccination, traitement de l'eau, hygiène, meilleure nutrition et l'accès à des soins à temps et de qualité
permet de réduire la mortalité infantile. L'USAID a démontré avec ses partenaires des efforts pour réduire ces morts. Par exemple, au Kenya, où il y a un programme Momentum qui travaille avec le gouvernement pour améliorer les standards dans la santé infantile et assurer le suivi et le monitoring de ces efforts. Des systèmes au Ghana, au Mali, au Nigeria. Nous avons fait des progrès en matière de population, au niveau des foyers, au niveau de la santé, au niveau de l'hygiène, et ce sont des outils critiques qui doivent être mis en œuvre. Améliorer les progrès au niveau de la vaccination, par exemple au Soudan. Nous avons développé des programmes pour travailler en collaboration avec les autorités afin d'améliorer la couverture médicale et de santé. Et ceci, même pendant la pandémie de Covid-19. Là, nous avons vu une augmentation en couverture médicale, mais nous avons amélioré de 61% ces niveaux de couverture entre 2019 et 2022. L'USAID a amélioré et donné la priorité aux activités de sauvegarde de la santé des enfants pour promouvoir, pour garantir que les enfants, nous avons plus d'opportunités aujourd'hui que maintenant pour améliorer la santé des enfants. Et il n'y a que 2 semaines, organisation des événements lors de la réunion de la communauté de l'OMS pour l'Afrique sur la santé infantile dans la région Afrique. Nous savons ce qu'il y a à faire. Il faut renforcer ces systèmes pour améliorer la vaccination, l'immunisation, la nutrition, la qualité des diagnostics et de s'assurant que mais il y a un manque de décisions politiques et de financement et d'approche de mise en œuvre. Il faut faire la bonne chose et travailler ensemble pour trouver des solutions. Merci beaucoup et je me réjouis du reste de cette discussion avec vous. Bonjour tout le monde. Mon nom est Jennifer Dikejo et j'ai l'honneur de passer après Tavani. Je suis ravi d'être ici aujourd'hui avec vous pour parler sur la survie des enfants. Et dans ces quelques minutes ici, je vais m'appuyer sur tous les faits et les questions que Tavani a déjà mentionnées. Commençons avec les bonnes nouvelles. Il y a eu des progrès considérables dans la réduction de la mortalité infantile. Comme cela a été noté, le nombre de morts d'enfants est tombé sous les 5 millions pour la première fois depuis 2022. Ça, c'était une grande nouvelle, mais elle a également mentionné des problèmes, des lacunes dans la survie des enfants. Chaque fois qu'un enfant, c'est le lieu où l'enfant naît va déterminer si cet enfant va survivre son enfance. Et une bonne partie des morts infantiles sont en Afrique subsaharienne et 34% dans l'Asie du Sud. Les taux de mortalité sont également plus forts dans les pays à faible revenu où les enfants ont 13 fois plus de chances de mourir avant l'âge de 5 ans que dans des enfants nés dans les pays à fort revenu. En outre, des enfants qui vivent dans des pays affectés par des conflits sont particulièrement vulnérables. La moitié des morts d'enfants en 2022 sont arrivées dans ce genre de pays. Les inégalités dans la mortalité infantile sont également différences sont les internes dans les pays. Il y a des énormes différences dans les régions sous-nationales, dans les régions urbaines, dans les régions agricoles et en fonction des revenus des foyers. Bien évidemment, les enfants à travers le monde sont disproportionnellement à plus grand risque de mort que d'autres. Tony a également mentionné les causes principales de la mort infantile. Elle a noté que la plupart sont tout à fait évitables ou traitables avec les stratégies et les interventions existantes. 4 des 5 principales raisons de mortalité infantile en
en période natale sont des maladies infectieuses. Les infections respiratoires, la diarrhée, la malaria, tout cela sont des conditions qui sont typiquement associées avec la pauvreté. Et ce sont toutes des conditions qui peuvent être adressées via des soins de santé primaire et des stratégies comme l'ISC ou ICSM dont nous allons parler un peu plus tard aujourd'hui. Les principales causes de mort néonatale, c'est la pauvreté, c'est des événements reliés à la naissance. Ce sont des choses qui souvent ont besoin de plus de niveaux de soins. Les taux de mortalité infantile dans les pays commencent à baisser. La proportion de morts d'enfants passe sur la période néonatale. Les pays ont besoin de planifier les implications du système de santé de ce déplacement au fur et à mesure que leur progrès. Donc, ils doivent avoir tant les ressources disponibles pour fournir des interventions de soins primaires à tous les enfants, tout en construire leurs équipements de santé afin d'être en mesure de fournir des services de santé postnatale, y compris des soins d'urgence. Nous avons également vu en même temps que ce déclin de la mortalité, des interventions en matière des soins, en fait, le rachitisme a baissé ces dernières décennies. Néanmoins, cette condition affecte encore environ 148 millions à travers le monde en 2022. Presque 95% de ces enfants vivent en Asie ou en Afrique. Donc, vous pouvez voir la concentration croissante de ce type de conditions de malnutrition et de mortalité dans les deux régions d'Asie et d'Afrique. Le rachitisme est une condition létale pour les enfants en 2022. Environ 45 millions d'enfants de moins de 5 ans ont souffert de malnutrition et de décroissance, ce qui a un impact direct sur leur santé. 3/4 de ces enfants, à nouveau, vivent en Asie et un autre 22% vivent en Afrique. Malgré le fait que ces statistiques semblent impressionnantes, nous savons ce qu'il faut faire pour les contrer et il y a eu des déplacements extrêmement prometteurs. D'abord, comme Pamani l'a noté, une résolution a été adoptée à la dernière Assemblée mondiale de la santé appelant à un engagement renouvelé et global pour la lutte contre la malnutrition et la décroissance chez les enfants. La déclaration d'Astana en 2018 a également refocalisé les efforts internationaux sur le fait que tout le monde, y compris les enfants, ait le droit à la santé. Les 3 dimensions du modèle sont critiques pour la survie de l'enfant. Donc, renforcer les systèmes de santé est absolument essentiel. Actuellement, néanmoins, les taux de couverture, les interventions basiques sont beaucoup trop faibles dans de nombreux pays, même si les services d'immunisation à l'échelle globale ont dépassé à peu près 80%. Des millions d'enfants ne reçoivent toujours pas de vaccination du tout et nous devons combler cette lacune. La couverture des interventions pour d'autres maladies infantiles comme la pneumonie, la diarrhée ou le malaria, c'est souvent en dessous de 50%. Si ces services pouvaient s'améliorer à un coût abordable, de nombreuses vies des enfants seraient sauvées. Un autre événement très important qui est arrivé, c'est le partenariat pour la santé communautaire qui est extrêmement prometteur pour des actions coordonnées pour améliorer les programmes de santé communautaire dans les pays à faible revenu. Ça, c'est une stratégie clé pour améliorer l'accès des familles aux soins de santé infantile. Les actions coordonnées multisectorielles sont également requises pour les enfants. Par exemple, comme Avani l'a déjà mentionné, l'importance critique de l'eau et de l'assainissement, ça, ce sont fondamentaux pour éviter la diarrhée et d'autres infections qui peuvent mener à la mortalité ou à une morbidité significative. Nous sommes encore très loin pour atteindre une couverture universelle de ces services, particulièrement dans les bidonvilles urbains et dans les contextes de foyers à faible revenu. Également, s'assurer que les familles ont accès à des alimentations nutritionnellement riches en renforçant les systèmes de nutrition permettent très fortement d'adresser les taux d'insécurité alimentaire qui est très, très inquiétant dans de nombreux pays et régions.
Et ça permet également de fortement réduire la malnutrition infantile qui concerne à peu près la moitié de nos mortalités infantiles. Le troisième point des modèles de santé de base, c'est le travail au niveau communautaire et le leadership au niveau local et sont essentiels pour garantir que les programmes de santé reflètent véritablement les besoins locaux et pour demander des comptes au gouvernement pour mettre en place des programmes qui bénéficient à tous les enfants indépendamment de là où ils vivent. Et nous trouver d'autres moyens pour améliorer la vie des enfants à travers le monde. Ils nous montrent ce qui est possible quand nous travaillons ensemble. Je vous remercie beaucoup pour l'opportunité de vous parler aujourd'hui et, euh, et je me réjouis d'entendre les autres orateurs et oratrices et parler plus sur la survie des enfants. Merci beaucoup. Merveilleux. Merci Pavani et Jennifer pour avoir cadré les défis que nous rencontrons. Nous allons entendre un certain nombre d'orateurs qui... Linda Pharma Grant, j'ai une question des programmes pour l'immunisation du ministère de la Santé de la Sierra Leone. Ensuite, nous avons Yared Tadessi, conseiller en santé néonatale et infantile et dans la qualité des soins de l'USAID en Éthiopie. Et nous avons également la chance d'avoir aussi l'honorable El Hadji Bozali Amadou Sabo, qui est le chef du village de Arewa au Niger. Bienvenue. Et Jennifer Requejo, encore une fois, qui va nous rejoindre à la table ronde. Merci beaucoup. Alors, Yared, on va commencer avec vous. Nous avons entendu que l'Éthiopie a fait d'énormes progrès considérables en matière de santé infantile, réduisant la mortalité de moitié depuis 2000. Cela fait de l'Éthiopie l'un des rares pays en bonne voie pour atteindre les objectifs de développement durable liés à la santé infantile. Comment avez-vous parvenu à ce résultat et quels conseils donneriez-vous aux pays qui luttent pour atteindre les objectifs de développement durable liés à la santé des enfants? Yared, c'est à vous. Merci Catherine. Oui, merci pour me permettre de partager nous travaillons depuis les années 2000 dans ces efforts. L'Éthiopie est qui avait un des taux de mortalité les plus forts à l'époque, au début des années 2000. Néanmoins, avec l'introduction de notre stratégie d'intervention sur la santé infantile, nous avons été en mesure de réduire cela de manière significative, cette mortalité. Elle tournait à peu près de 166 par 1000 enfants au début des années 2000. Aujourd'hui, nous avons une estimative de 47 pour 1000 de mortalité d'enfants sous 5 ans en Éthiopie en 2024, selon l'estimation interagence. Nous ne pouvons pas véritablement séparer la survie infantile du développement en Éthiopie. Le pays a été en mesure de réduire sa mortalité infantile à travers de nombreuses interventions et approches que je vais mentionner sous peu. C'est un long voyage que je vais essayer de vous résumer en quelques minutes. Donc, au niveau du développement macro et la croissance économique forte et la réduction significative en pauvreté que nous avons atteinte ces 20 dernières années a fortement contribué à améliorer la santé et réduire la mortalité infantile en Éthiopie. Également les stratégies en matière nataliste, la coordination à travers les secteurs de développement, comme par exemple la réduction de la pauvreté et la nutrition, les secteurs de la transportation, l'eau, l'assainissement et l'hygiène, qui sont tous des facteurs fondamentaux pour prévenir la mortalité infantile. Donc tout cela, ce sont des contributions significatives au progrès que l'Éthiopie a. À la fin, il y a une planification compréhensive et complète, intégrale, que l'Éthiopie a suivie ces dernières années. L'Éthiopie a développé et mis en œuvre un programme complet sur 20 ans en matière d'hygiène et de santé. Et ces dernières 5 années, nous avons mis en place le plan de transformation du secteur de la santé. Ce plan, particulièrement au début des années 2000, se focalise
sur ce que nous appelons le programme d'extension de la santé. Cela fait partie des interventions en matière de santé infantile afin de rendre les interventions qui sont vitales pour la santé infantile dans les régions rurales en 2022, à la suite du lancement de ce programme d'extension sanitaire dans la communauté. Il y a eu une amélioration dramatique dans l'accès aux services, et particulièrement dans les régions rurales. Donc la focalisation a vraiment été faite sur la santé reproductive, maternelle et infantile dans ce secteur dans la transformation, dans le programme de transformation de santé. Donc on était vraiment au cœur de la transformation du système sanitaire éthiopien ces 20 dernières années. Donc ça a été un des principaux changements qui a permis cette réduction dans la mortalité infantile. Donc il y a une infrastructure massive, mise en place d'une infrastructure massive et une extension de cette infrastructure pour, y compris, améliorer la disponibilité du secteur de santé afin de fournir ces services de soins. Au début, il y a une énorme expansion de l'infrastructure, des soins, même dans toutes les régions, les dispensaires, des professionnels de santé qui étaient disponibles, mais des hôpitaux. Et grâce à ces investissements dans l'infrastructure, eh bien, l'amélioration, ça a notamment amélioré entre 2020 et 2020. Entre 2000 et 2020, et ça, nous avons multiplié par 3 entre 2005 et 2020 nos taux d'accès aux soins. Cela a également une amélioration massive dans la formation des professionnels de santé, des infirmières, des médecins et des agents de santé publique, et également dans l'amélioration et dans la fourniture d'éléments de soins de base pour les enfants, ce qui est vraiment fondamental pour la santé infantile. Donc ce sont des services qui sont disponibles gratuitement et qui améliorent également l'implémentation des services de santé néonatale et infantile dans les services communautaires. Nous ne pouvons également pas oublier de parler des questions financières que nous avons obtenues de nos donateurs internationaux et également les investissements du gouvernement qui ont également développé ces dernières années. Donc les dépenses de santé globale se sont énormément améliorées si on compare en pourcentage au niveau du PIB. Ça s'est doublé au moins entre 1995 et 2020. Donc les sources externes, y compris les partenaires de développement, se sont améliorés, multipliés par 5 pendant ces 2 décennies. Donc ça a été vraiment, le financement s'est significativement amélioré ces dernières décennies. L'autre, comme vous savez, les déterminants sociaux pour l'approche sectorielle s'est beaucoup amélioré dans ces déterminants sociaux avec l'amélioration au niveau de l'éducation, de l'alphabétisation chez les femmes et des actions de formation. Ce qui a permis de réduire l'illettrisme de 6% à 2,1 ces dernières années. Donc ça, c'est également un facteur de progrès important pour les femmes et les enfants. Comme nous venons aux professionnels au niveau du santé, ça s'est forcément étendu. Comme je l'ai déjà mentionné, le déploiement de professionnels de santé, particulièrement, nous avions le déploiement de plus de 16 000 environ 16 à 70 000 professionnels de santé à travers le pays. Donc à partir de 2003, il y a une énorme formation de sages-femmes, d'agents de santé et de médecins. Donc cela améliore de manière significative le niveau de service et cela a été fondamental pour améliorer l'accès dans les communautés rurales de ces services vitaux pour la santé infantile. Donc, à part les services curatifs, nous avons également
soutenu la fourniture d'interventions préventives et d'éducation à la santé, à la nutrition, à la vaccination, à l'immunisation. Mais enfin, pour terminer, le partenariat, un fort partenariat avec les agents du développement. Cela n'aura pas pu être fait sans le soutien généreux financier et technique des partenaires globaux. Cela a fournir des soutiens avec de planification, de la mise en œuvre des infrastructures et des services de soins du haut vers le bas à tous les niveaux et la couverture des frais de ces infrastructures de santé. Ça, c'est également un déterminant important pour le succès que ce pays a atteint ces deux dernières décennies. Les données ont également, la collecte de données a également été importante à travers ce data qui a permis de mieux comprendre comment mettre en œuvre les programmes et où les mettre en œuvre étaient absolument fondamentaux. Donc les conseils pour les pays en voie de développement qui voudraient obtenir ce genre de progrès, c'est de vraiment concevoir un programme basé sur la communauté qui doit être utilisé afin d'améliorer la couverture de ces besoins, de ces soins basiques et vitaux pour la santé néonatale et infantile. Mettre en place une approche multisectorielle afin d'adresser les facteurs institutionnels, les interventions dans les écoles, dans les centres de formation. Nous avons besoin également dans le secteur des transports, dans le travail avec les femmes et les jeunes filles. Un autre point, c'est d'améliorer les financements et les ressources, la mobilisation des ressources domestiques à travers la coordination gouvernementale, la mobilisation. Ça, c'est également un point crucial, un conseil crucial que je donnerai aux autres pays. Et si nous voulons atteindre une réduction significative des enfants de moins de 5 ans, il faut également adresser la question des inégalités sociales, il faut se pencher sur les disparités et les inégalités entre les populations, entre les communautés, car la pauvreté est un facteur important. La lutte contre la pauvreté est un facteur important pour réduire ces situations de vulnérabilité dans cette population. Et enfin, la résilience des systèmes de santé. Comme nous le savons tous, nous avons eu la pandémie de Covid qui véritablement a testé la résilience des systèmes de santé. Donc être prêt, mettre en place des systèmes d'alerte précoce et des plans de contingentement qui doivent être en place afin d'éviter les chocs sur le système dans situation d'urgence où le segment le plus affecté de la population sont légèrement les enfants en moins âge. Merci Catherine, je vous rends le microphone. Merci beaucoup pour votre réponse. Le fait que vous ayez contextualisé toutes ces informations est vraiment utile pour nous. Maintenant, nous allons passer la parole à notre collègue du Niger, qui sera assisté par une interprétation consécutive. Au Niger, plus de 47% des enfants de moins de 5 ans sont sous-alimentés. Nous voudrions en savoir plus sur comment votre ville s'est-elle attaquée à la sous-nutrition chez les enfants. Quels sont les autres domaines importants pour les enfants de votre région? Honorable chef, vous dirigez la ville d'Arewa dans la région de Dosso au Niger. Au Niger, plus de 47% des enfants de moins de 5 ans sont sous-alimentés. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de comment votre ville a abordé la question de sous-nutrition chez les enfants et quels autres problèmes doivent être résolus pour les enfants de votre région? Cette question, je m'appelle d'abord Ahmad Sabo, chef de canton de l'Arewa, et nous abordons le problème de la malnutrition à travers la sensibilisation. Et cette sensibilisation s'est faite à travers plusieurs activités. Quand nous faisons l'intronisation, c'est le moment aussi de rassembler nos gens. Donc, on fait la sensibilisation de cette malnutrition qui est une réalité vraiment chez nous. On sait que ça existe. Donc, on fait la sensibilisation à toute occasion qui nous présente, surtout dans les cérémonies religieuses
qui nous permet en tout cas de regrouper plusieurs des centaines de gens. Et aussi, comme on sait que c'est un phénomène qui est dû à l'ignorance et à la pauvreté, donc on est en train toujours de sensibiliser les gens à toute occasion. Et souvent, on fait des caravanes qui regroupent plusieurs villages et faisant grouper beaucoup de centaines de femmes et enfants de tous les leaders religieux. À travers cette caravane, on sensibilise les gens davantage pour juguler ce problème-là. Et aussi, comme il s'agit d'un phénomène qui est aussi lié à la pauvreté, on sensibilise les gens sur les activités génératrices de revenus, AGR, pour toutes les occasions qu'ils représentent. Et aussi, on sensibilise les gens. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de tâches familiales qui sont sur la femme dans notre région. Donc, on les facilite en tout cas l'accès à des moulins pour, en tout cas, faire un peu faciliter la tâche pour occuper aussi de leurs enfants. J'ai même moi. Un instant pour l'interprétation, s'il vous plaît. So thank you very much. My name is Honorable Alhaji Sabo. I am the village chief of Arewa, and we deal with malnutrition primarily through awareness raising and education, and we do this through several different activities. First of all, when we have gatherings of people, for example, when local village chiefs are being inducted or inaugurated, this is an opportunity where a lot of people come together, and it's a good opportunity for awareness raising. We know that malnutrition is a reality in our region, and so we try to take advantage of every opportunity we can to promote education and raise awareness. We do this during events such as religious ceremonies or other events where there are large crowds of people. We also know that malnutrition is a phenomenon that is due to not only poverty, but also lack of knowledge. So this is why we try to take advantage of every opportunity to educate people. We also do this through activities such as mobile caravans, where we bring together people from many different villages, and this allows us to reach village leaders and thousands of people and to be able to educate them better about services that they can access. And as I said, since this is a phenomenon that is linked to poverty, we also try to promote income generating activities. And we do this at every opportunity. For example, we try to give people access to activities such as establishing grain mills. This is another opportunity to help increase income for them. Vous pouvez continuer, merci. Toujours dans le même cadre, pour quand même juguler le problème de la malnutrition, j'ai ma propre initiative dont à chaque année, le jour de la journée de la femme, j'offre vraiment gratuitement les semences améliorées, les intrants, et je les forme les femmes les plus démunies en tout cas dans les villages. Tout ça, là, c'est pour juguler le problème de la pauvreté qui contribue aussi à la malnutrition de nos enfants ou des enfants de notre population. And so also another way to deal with malnutrition, every year I have led a personal initiative where on the International Women's Day, I provide seeds and other inputs to women who are impoverished in various villages to help them be able to start these mills or other income generating activities. So tackling poverty is another way that we are trying to tackle the issue of malnutrition. Et sous le même problème, toujours nous sensibilisons la population sur d'autres maladies, en tout cas qui affectent nos enfants, qui sont très dangereux, surtout les palus, la diarrhée, le rhume et d'autres. Et encore, on fait des sensibilisations sur la population pour qu'ils fréquentent les centres de santé pour les CPN, consultation prénatale. And we also try to educate people about other diseases which contribute to malnutrition as well, such as malaria, diarrhea, and respiratory diseases, which are dangerous diseases as well for our children. And we also work on promoting the idea of accessing healthcare and antenatal care as a way to help combat malnutrition. Yes. Et aussi,
et aussi à la vaccination, on sensibilise tous les gens, toujours la vaccination, parce que vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est dans cette activité, ce qui nous a marqué aussi, c'est d'aller nous-mêmes, en tant que chef de canton, à la rencontre des chefs de village, à la rencontre des femmes, à la rencontre des leaders religieux, pour les parler de la santé, en tout cas mère et enfant. Ça, c'est une très bonne, en tout cas, information qui va de l'intérêt, et les gens nous écoutent très bien. Et vraiment, je pense que ça va changer, Inch'Allah, les dons d'un peu d'État. Et la population vient beaucoup, et si on parle avec eux. Et en deuxième position, aussi des caravanes de sensibilisation qui regroupent plusieurs villages, des centaines de femmes, des centaines de villageois et leurs leaders et des marabouts pour toute cette question de la malnutrition ou de la santé mère-enfant en général. Another aspect that we try to emphasize is the importance of immunization and trying to educate people about how important this is to help prevent diseases. And we also work with all the different heads, chiefs of the cantons, and we try to work with women in the villages, religious leaders, and talk to them about health issues and the importance of mother-child health. And people have been very receptive. They've really been listening to our messages, and we think that this is going to help bring about a significant change. And I also mentioned the mobile caravans, where we do outreach with many villages. This allows us to bring together hundreds of women and village leaders and to be able to talk more about these issues of mother-child health. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose? Merci, honorable. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ce que j'ai ajouté, c'est toujours sur la sensibilisation qu'on doit faire, qu'on doit continuer à tout moment, à toute occasion, pour que ce phénomène vraiment doit être jugulé complètement, et surtout combattre l'ignorance et la pauvreté. I would simply add that I really like to highlight the importance of education and outreach. We really need to continue these efforts at every opportunity so that we can stamp out this whole problem of malnutrition and continue to combat issues of poverty and ignorance. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à un autre panéliste, mais nous apprécions toutes vos connaissances, votre expertise et tout particulièrement l'importance de l'engagement auprès des femmes et de la sensibilisation. Nous allons maintenant passer la parole à Dr. Pharma Grant. Nous souhaiterions en savoir plus sur les efforts déployés par la Sierra Leone pour réduire la mortalité infantile. Quels sont les domaines sur lesquels vous vous concentrez? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Catherine. Pour nous, ce fut un parcours difficile. Nous avions un parcours un petit peu fragmenté. Nous essayons d'implémenter certains programmes de lutte contre la malaria, contre différentes maladies. Nous avons d'autres programmes de sensibilisation à la communauté et tous ces programmes sont centrés sur la sensibilisation. Lorsque notre honorable s'est rendu aux Nations Unies, nous avons réalisé que nous avons besoin de davantage de soutien. Et la même année, nous avions un groupe de personnes de USAID, de l'UNICEF qui se sont rendus à ce Sierra Leone. Il est important de diagnostiquer les patients. Donc nous avons élaboré un système de diagnostic afin de faire en sorte que nous ayons un dialogue constant avec les parties prenantes. Il s'agissait de coordonner les différents groupes, de ramener les pièces du puzzle en quelque sorte, de manière exhaustive. Il s'agit d'avoir une approche vraiment complète, de faire en sorte que tous les éléments de soutien aux patients puissent être faits.
à chaque étape. Nous avions établi un lancement au bout d'un an, et il s'agit de travailler conjointement avec les parties prenantes. Nous avons une équipe qui ramène les différents partenaires, qui regroupe les différents partenaires, les différents programmes au sein du ministère de la Santé, afin d'améliorer la situation pour la santé infantile. Nous sommes le premier pays à le faire, et dans notre plan d'action, il s'agit d'analyser, d'identifier les différents problèmes de diagnostic, de voir quelles sont les différentes étapes à suivre. Et nous allons implémenter ce programme, le mettre en œuvre. Notre ministre de la Santé est un survivant lui-même. Nous avons besoin de faire en sorte que les enfants non seulement survivent, mais puissent prospérer, puissent avoir une vie saine et prospère. Donc nous avons une équipe dédiée aux urgences pour les femmes et pour les enfants. Donc cela veut dire que peu importe où se passe où il y a une urgence dans le pays, il s'agit de faire un rapport de ces décès et de faire un audit pour voir ce qui a causé ce décès. Nous savons que les enfants meurent en grand nombre. Il s'agit de savoir exactement quelle est la cause de leur décès. Est-ce que nous pouvons passer en revue 2 décès par semaine? Au fil du temps, on a presque capturé toutes les causes de mortalité. Il s'agit de collecter ces données, mais il s'agit tout d'abord de faire face et d'identifier les causes précises de décès et comment prévenir ces décès. Lorsque cela se passe pour d'autres régions, nous avons un dashboard qui identifie les différentes causes de décès, de voir comment nous pouvons essayer de réduire ces décès. Avec le même enthousiasme et la même stratégie, l'esprit stratégique, notre ministre de la Santé, il y a quelques semaines, le 28 août, au moment de l'ERCC 24 dans la région d'Afrique, nous avons organisé un événement parallèle avec les partenaires et l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agissait de déclarer cela comme un état d'urgence face à la mortalité liée à ces maladies. Des millions d'enfants qui souffrent de ces maladies et qui en meurent. Tout particulièrement dans la région subsaharienne. Et nous ne déclarons pas la mortalité infantile comme une urgence, comme un état d'urgence, alors que cela devrait être le cas. Lorsque nous déclarons une maladie en tant qu'état d'urgence, il faudrait que ce soit le cas pour la mortalité infantile. Il faut déclarer cela comme un état d'urgence. Dans cette région tout particulièrement. Et les efforts que nous avons accomplis lorsqu'il s'agissait de combattre Ebola, par exemple, toutes les ressources, toutes les audiences, tout le public devraient être les mêmes que pour affronter la mortalité infantile. Il faut que nous fassions vraiment un rassemblement des différents partenaires, des différentes communautés, des différents stratèges locaux et internationaux. Et ceci est vraiment un appel à l'action. Il faut que nous soyons plus proactifs. Et certains de ces plans d'action ont été approuvés. Il s'agit de prioriser ceux qui sont les plus vulnérables dans cette situation. Il faut se centrer par exemple sur l'éducation, la mortalité infantile, et à ce moment-là, il faut vraiment que ce soit des éléments de focus pour nous. Lorsqu'il s'agit du développement capital humain, les enfants sont la base, sont vraiment au cœur de toutes nos stratégies, et il faut que ces enfants et que le bien-être de ces enfants soient au cœur de nos priorités. Est-ce que nous mettons assez d'efforts? Est-ce que nous accomplissons assez de travail? Est-ce qu'on prenons assez pour ces enfants? C'est cette question-là qu'il faut que nous nous posions. Il faut que nous alignions les investissements. Il y a beaucoup de fragmentation, beaucoup de financement ailleurs. Certains pays n'utilisent pas forcément tout leur argent. Parfois, il y a des problèmes de financement. Donc, il faut absolument que nous confrontions, que nous relevions ce défi et que nous
demandions à nos partenaires locaux et internationaux quelles sont les responsabilités ou quelles sont les priorités. Donc, lorsqu'il s'agit par exemple de la malnutrition, parfois cela est ignoré, l'infrastructure, tous ces domaines doivent être adressés. Il faut absolument que nous changions la narrative, nos stratégies, notre structure stratégique, afin de parler avec nos collègues, notamment avec nos collègues éthiopiens, de voir comment nous devons améliorer les infrastructures, les routes, s'assurer que les enfants puissent avoir une éducation fiable et solide. Il s'agit de travailler avec les CSO, avec les différentes organisations, afin de prioriser les priorités pour les enfants. Voilà où nous en sommes à ce stade. Il y a encore un long parcours devant nous, mais nous sommes en phase et nous avons entrepris tous les efforts nécessaires jusqu'à présent. Merci beaucoup, Dr. Farmer-Grant. Il s'agit d'une approche multisectorielle, comme vous l'avez souligné. Je vais prendre un petit peu note de ce que vous avez dit, un diagnostic de nos différents systèmes. C'est là une préoccupation clé. Ce qui est important également, et qui est important pour les autres intervenants du Niger, je vais maintenant passer la parole à Jennifer Rekaja pour voir quelle est son expertise et quelles sont les données qu'elle a. Comment avez-vous utilisé cette information pour soutenir l'action pour les enfants et comment est-ce que nous pouvons améliorer l'impact? Merci beaucoup pour cette question et je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aime beaucoup cette contextualisation et cette notion de diagnostiquer le système, la phase structurelle, l'aspect structurel des choses. Nous avons certaines données dans le dashboard qui nous donnent une idée de ce qui se passe sur site, sur place. Tout cela a trait aux données et tous les systèmes d'information sont essentiels pour que nous puissions atteindre nos objectifs de développement durable. Ces systèmes sont essentiels à la planification, au suivi des différentes activités à tout niveau, régional, local, international. Au niveau global, les données robustes sont essentielles au bon développement de nos projets. Ces données sont critiques pour que nous puissions accomplir les différents objectifs et atteindre nos objectifs d'après notre agenda pour les enfants. Et la plupart des problématiques, des défis auxquels nous faisons face sont en phase avec les autres problèmes du jour. Donc, par exemple, les problèmes de migration, il s'agit d'avoir une bonne coordination et tout cela doit être fait grâce à des preuves et des données fiables. Et les données sont cruciales pour identifier les défis sociaux, politiques, économiques, culturels à travers les différents pays et dans différentes régions. Ainsi que au niveau régional, d'avoir une implémentation, une mise en œuvre des différents et pour faire face aux différents défis. Il s'agit également de développer une coordination à travers les différents pays, dans tous les pays de cette région. Et les pays à niveau subnational sont nécessaires, ces données sont nécessaires pour identifier la direction, les directives stratégiques pour avancer et de voir comment nous pouvons adapter nos stratégies afin de voir quels secteurs sont un petit peu en retard sur d'autres. Donc, par exemple, il y a certaines zones où les priorités des enfants sont ignorées ou sont sous-estimées. Il s'agit de développer les structures et les infrastructures pour que ces enfants puissent prospérer. Pour les pays avec des systèmes de statistiques précis, il s'agit de leur apporter les données, de leur donner des données nécessaires afin de développer et de déterminer les services de santé pour les enfants, d'identifier là où les infrastructures sont déficientes et d'améliorer la situation pour les enfants. Il s'agit également d'améliorer notre développement, de notre mise en œuvre de stratégies. Il faut sur la base de ces données. Il est également crucial
comme nous l'avons souligné plus tôt, avec ces dashboards de données qui peuvent être mis en jour en temps réel, cela permet aux pays de s'ajuster si nécessaire et de voir comment un programme peut être développé s'il ne fonctionne pas si bien que ça. Souvent, et c'est important que cela ait été souligné par nos intervenants précédemment, il s'agit de la prise en responsabilité. Il faut que nous ayons des analyses indépendantes et des suivis réguliers pour tous les pays, pour tous les partenaires, lorsqu'ils échouent à atteindre les objectifs en matière de développement. Donc au niveau régional, national, travailler avec les partenaires pour que les personnes puissent être responsabilisées si elles ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs. Il faut que les personnes qu'il y ait davantage de transparence. Nous devons équiper également les parties prenantes avec des données fiables. Ces données permettent aux organisations d'exprimer leurs préoccupations afin d'éveiller les consciences sur les besoins spécifiques aux différentes régions et aux enfants des différentes zones. Il est donc critique que ces communautés puissent prioriser les différents investissements et les différents systèmes d'information. Et en ce qui concerne le partage de données, il s'agit de respecter l'autonomie régionale, nationale, tout en développant l'éducation à travers les pays. Et il s'agit pour les pays d'apprendre mutuellement, de manière réciproque, comment ils peuvent adapter leur stratégie pour leur propre situation. Donc merci beaucoup Catherine, je vous repasse la parole. Merci beaucoup Jennifer. Merci beaucoup d'avoir partagé ces informations précieuses, c'est un résumé important pour nous. Nous sommes presque à la fin de l'heure que nous avons passée, nous pourrions continuer à parler pendant des heures pour en savoir plus sur nos collègues, mais je souhaite tout d'abord remercier pour cette conversation d'aujourd'hui et tout particulièrement d'avoir pu entendre parler de cette approche multisectorielle qui a trait non seulement au secteur de la santé, mais aussi également à d'autres secteurs d'activité. Et je souhaite maintenant conclure avec les remarques de Danes Kozongami, qui est responsable de la Task Force. Je vais maintenant vous passer la parole afin que vous puissiez conclure. Il n'y a pas de son. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Votre micro était éteint. Oui, très bien. Excusez-moi. Je souhaite remercier les intervenants et l'intervenante avant moi, les panélistes, d'avoir partagé leurs réflexions, tout particulièrement ce qui se passe au niveau national. Et je souhaite également remercier tous ceux qui nous ont rejoints pour cet événement que nous avons appelé de manière tout à fait appropriée un moment pour les enfants. Je souhaite récapituler sur quelques points des éléments qui ont été mentionnés par nos intervenants et nos intervenantes. Tout d'abord, la notion de décès qui peuvent être évités. Nous avons fait des progrès, mais il reste encore des résultats mitigés. Jennifer a fait une déclaration selon laquelle lorsqu'un enfant est né, la probabilité de survie est déterminée dès la naissance et cela ne devrait pas être le cas. Il faudrait qu'il y ait davantage d'égalité entre tous les enfants à la naissance. Il faut que les familles des enfants puissent être soutenues. Comme le ministre de Sierra Leone nous a indiqué, parfois les défis à relever sont trop difficiles, sont trop lourds pour les familles. Nous devons travailler dur pour que cela change. Nous avons un plan d'action là-dessus qui nous permet de travailler avec nos partenaires, tout particulièrement les leaders sur le continent africain. Il s'agit de reconnaître que nous n'avons plus que 6 ans jusqu'en 2030. C'est un effort à accélérer l'action
et nos efforts, de poursuivre nos efforts afin que nous puissions remplir nos objectifs et atteindre nos objectifs. Nous sommes encouragés par le fait que malgré les défis, les ressources, les problèmes de ressources climatiques, un contexte fragile, certains pays font des progrès, comme nous avons entendu. Donc, comment pourrais-je résumer les problématiques clés qui ont été mentionnées? La notion d'équité et de répartition financière, voir comment l'argent peut être réparti, voir comment nous pouvons adresser les différents et faire face aux difficultés que les enfants doivent surmonter. Il s'agit de renforcer l'importance des données en ce qui concerne la programmation, mais aussi pour le financement. Et troisièmement, la transparence autour des responsabilités de tout un chacun en termes de progrès. Ces données sont au cœur de cette réponse. Le leadership est important également. Le leadership à niveau global est crucial. Il s'agit d'atteindre nos objectifs en matière de développement de la santé pour les mères et pour les enfants. La majorité des enfants qui meurent sont sur le continent africain. Comme nous l'avons souligné au moment également des réunions de l'OMS, il s'agit de réitérer l'importance de nos efforts, de poursuivre nos efforts de manière accélérée pour les enfants. Un autre élément clé pour se rassembler et pour la collaboration, une collaboration fructueuse, ce sont les partenariats. Cela a été réitéré dans les conversations que nous avons menées ce matin. L'importance des partenariats est une problématique cruciale. Il s'agit de voir comment nous pouvons intégrer une infrastructure plus efficace, car nous avons besoin également d'un réseau routier important et efficace. Nous devons rassembler les différents leaders, notamment du Niger. Nous avons parlé du fait de travailler avec les communautés, avec les chefs de village. Il s'agit d'étendre toutes les responsabilités au niveau communautaire, au niveau local et régional, de travailler également avec d'autres organisations. Nous devons penser à la collaboration, notamment avec le secteur privé, là où c'est approprié, afin de consolider nos partenariats et de travailler ensemble de manière fructueuse. Enfin, et cela est un élément important du task force, c'est les notions d'apprentissage et de partage. De partager les expériences, les vécus, et d'apprendre des autres, de voir comment les autres pays travaillent et de développer des partenariats afin d'avoir un apprentissage réciproque pour prévenir les décès et accélérer le progrès d'ici les objectifs de 2030. Merci encore une fois de nous avoir rejoints pour cet événement. L'enregistrement sera partagé avec vous. Nous espérons que vous allez poursuivre ces conversations et ces actions dans vos pays respectifs et en effet de reconnaître ceci comme une urgence, un état d'urgence. Merci beaucoup. Bienvenue à tout le monde. Nous sommes ravis de nous avoir rejoints aujourd'hui pour notre webinaire sur naviguer la complexité dans le suivi des applications en direct. Mon nom est Devon Technam et je suis la coordinatrice du projet financé par l'USAID. Le webinaire d'aujourd'hui est présenté par MKA et
le système d'information de santé sur le momentum, l'accélérateur de savoir, fait partie des projets intégrés de Momentum dans l'amélioration de la prise en charge de la santé maternelle, néonatale et infantile, la nutrition et la santé reproductive. MKA sert comme le connecteur à travers des projets, y compris des outils pour partager des données et des informations pour des meilleurs résultats dans la santé néonatale. Nous sommes le CHSU et le projet Amiral de l'UE7 qui soutient la collecte des données à travers une large série de domaines, y compris la sécurité santé, le HIV, le malaria, le Covid-19, la nutrition et la santé maternelle et infantile. Les systèmes santé, toutes les parties prenantes à tous les niveaux, y compris les professionnels de santé, peuvent accéder à des données de haute qualité générées de numéros sources multiples et interopérationnels pour orienter leur politique et leur stratégie. Et la fourniture des services. CHISU soutient 22 pays sur leur chemin vers la transformation numérique. Aujourd'hui, nous voudrions vous introduire au concept de la complexité au niveau du suivi, le CAM, et améliorer la prise de conscience dans ce domaine et comprendre la différence entre le CAM, le suivi traditionnel et les nouvelles méthodes. Nous allons explorer la complexité, le guide sur la complexité dans le suivi de Momentum qui est disponible sur le site web de Momentum. Le CAM a été développé pour aider les partenaires qui veulent améliorer leur évaluation, leur suivi de manière adaptative, mais peut être appliqué de manière très large à d'autres organisations et projets qui veulent être le même. Aujourd'hui, nous allons également vous fournir une revue particulière d'un certain nombre d'approches qui peut être trouvée dans le guide CAM où est discuté leur disponibilité et leur mise en œuvre. Mais avant de commencer aujourd'hui, je voudrais passer en revue un certain nombre de questions logistiques. Si vous ne l'avez pas déjà fait, s'il vous plaît, présentez-vous dans le chat, dites-nous votre nom, le nom de votre organisation et d'où vous nous contactez. Notre webinaire aujourd'hui, comme vous l'avez marqué, est enregistré. Nous allons publier l'enregistrement sur le site web du Momentum et nous allons le partager avec la présentation à la suite du webinaire. À la fin de notre présentation aujourd'hui, nous allons organiser une session de questions-réponses. Donc tout au long du webinaire, n'hésitez pas à nous indiquer vos questions et vos commentaires dans le chat. Vous devriez le trouver en bas de votre écran. N'ajoutez pas, s'il vous plaît, n'ajoutez pas de questions vers le chat, mais mettez-les dans le champ Q&A. Vous verrez les questions de tout le monde et vous pouvez d'ailleurs y répondre. Ou les compléter ou les voter. Nous ferons le mieux pour adresser toutes ces questions d'ici la fin du webinaire. S'il vous plaît, éteignez votre caméra et surtout votre microphone afin d'éviter tous les bruits parasites. Pendant la session QMM, par contre, on va vous demander d'activer votre microphone si vous avez demandé la parole. Pour commencer, aujourd'hui, nous allons faire une petite activité interactive avec une question de sondage. Je vais donc lancer ce sondage. Vous devriez le voir sur votre écran. La question pour aujourd'hui, c'est à quel point êtes-vous familier avec les approches qui sont de complexité en matière de suivi? Je vais vous donner quelques minutes pour répondre. Alors, je vous donne encore un peu de temps pour répondre. Si nous regardons les questions, il semblerait que notre public, aujourd'hui, 18% des gens qui n'ont jamais entendu parler de la complexité en matière de suivi, donc le CAM, ça va être une découverte, 37% ont déjà entendu parler mais ne l'ont jamais utilisé dans leur projet. D'autres ont dit qu'ils l'ont déjà utilisé. Ils ont déjà vu des projets qu'ils utilisaient mais n'ont pas utilisé eux-mêmes. Et 23% dit qu'ils l'ont utilisé une ou plus fois modèle suivi d'approche de complexité dans le suivi.
Merci pour cette rapide interactivité. Nous allons maintenant passer à notre prochaine diapositive. Notre premier orateur, ma collègue Amélie Stammer. Elle est rechercheuse senior et conseillère technologique avec plus de 15 ans d'expérience travaillant tant dans le milieu universitaire que sur le terrain. Son expérience est très fortement dans le suivi et l'évaluation des projets de santé reproductive maternelle et néonatale et les différentes approches sur le terrain. Elle travaille actuellement pour JSI, qui est notre partenaire sur MKA, où elle fait suivi de la complexité dans le suivi dans ces domaines à travers les différents domaines de compétences. Merci beaucoup, Émilie, c'est à vous. Oui, merci beaucoup pour cette rapide introduction. Merci d'être là aujourd'hui. Le contenu que je vais présenter ici, cette session s'appuie fortement sur le guide sur la complexité dans le suivi de CAM qui a déjà été publié et sur des suggestions sur comment les utiliser, la manière dont l'utiliser. Également, il y a un atelier virtuel en 2021, 5 sessions sur les différentes approches dans le suivi inclusif et comment on peut les appliquer dans notre travail et d'autres ressources ça peut être un guide adaptatif, un toolkit, proposer une introduction à la formation à l'apprentissage adaptatif et les étapes pour intégrer les questions adaptatives dans le programme. Nous allons partager un QR code à la fin de cette présentation qui va vous pointer vers un site web où toutes ces ressources sont disponibles en téléchargement. Le suivi de la complexité est une approche qui permet de gérer la complexité. Nous voulons toujours savoir qu'est-ce qui compte comme étant complexe. Voilà comment on définit la complexité entre simple et chaos. Quand il y a un manque de certitude, une situation peut être complexité de l'intervention, du contexte, de l'environnement. Ceci montre également 2 questions que vous pouvez vous poser la question pour savoir à déterminer si l'environnement dans lequel vous travaillez est complexe. D'abord, est-ce que vous mettez en œuvre une intervention simple dans un environnement stable et bien défini, ou est-ce que vous vous attendez à vos plans de travail d'être mis en œuvre tel que conçus au départ, sans délai ou sans changement? Si dans les 2 cas, la réponse est oui, alors envoyez-moi vos informations de contact. Je serai ravi de travailler sur vos projets parce que ça, c'est vraiment des projets de rêve. Mais dans le domaine de la santé publique, la réponse à ces questions est généralement non. C'est jamais simple. On n'a pas un plan de mise en œuvre simple et sans accroc. Rien ne va comme prévu et généralement, il faut toujours tenir compte de... c'est là que les approches de suivi de complexité interviennent. Alors, je voudrais parler un peu de qu'est-ce que c'est que la complexité sociale. Des projets ou des initiatives qui sont socialement compliquées. Dans de nombreux projets qui sont mis en œuvre, il y a certainement des complications sociales. Il y a des gens, des idées, des ressources d'un pays qui essayent de se revenir avec des gens, des habitudes sociales et culturelles ou des environnements de notre pays. Et au sein d'un pays, vous avez des idées, des ressources et des cultures d'un domaine ou d'un niveau social, des gens du gouvernement, et ils essayent d'intervenir, de faire intervenir des changements dans un domaine avec des ressources, des idées,
avec des gens sur le terrain, des agriculteurs, des médecins, des infirmières. Donc il y a beaucoup de différences dans la manière dont les gens vont interagir, s'engager, voilà. Pour savoir si une situation est socialement compliquée, c'est quand vous organisez des réunions avec les acteurs, avec les parties prenantes, vous essayez de résorber un certain nombre de ces problèmes de complexité sociale. Vous êtes tombé que les gens se mettent d'accord sur quel est le problème, comment on peut le résoudre, etc. Qu'est-ce que c'est que la complexité technique? Je pense que vous avez déjà vu ça, cette idée que la réalité n'est pas aussi propre et simple que c'est prévu, qu'on le pensait le voir. Vous avez l'impression, c'est bon, il y a les bons jours, les mauvais jours, les jours où ça marche bien, et d'autres jours où ça bloque quelque part. Et puis voilà, le cheminement est pas simple et ça ne paraît pas logique et vous comprenez pas pourquoi. C'est ça ce que nous voulons dire, que c'est techniquement compliqué. Dans ces configurations, il y a un manque de certitude au niveau des buts, des objectifs, les moyens d'y parvenir, etc. Alors, voici un résumé de quelques aspects des interventions complexes et des systèmes complexes dont nous parlions jusqu'à présent. Dans les interventions complexes, il y a des résultats qui ne sont pas clairs, beaucoup de changements qui ont lieu en parallèle dans le temps. Nous avons des loupes de retour et peut-être des résultats imprévus peuvent émerger au fur et à mesure de la mise en œuvre. Et ces interventions peuvent être positionnés au sein de ces systèmes complexes. Nous travaillons dans les systèmes complexes avec plusieurs acteurs différents, avec des points de vue différents, avec des cultures différentes, avec des moyens de communication différents, dans des environnements différents, avec des nouvelles informations qui sont continuellement approchées et un environnement qui n'est pas clair dans sa mise en œuvre. Et donc, dans ces mises en œuvre, ça, c'est quand nous pouvons utiliser l'approche de complexité du suivi. Alors, qu'est-ce que c'est que le CAM, la complexité? Ça, c'est la définition de l'USAID en ce qui concerne le suivi, la complexité du suivi. C'est pour des projets, des stratégies, des projets ou des activités où l'ensemble des relations ne sont pas pleinement comprises et donc ça peut avoir un impact sur les plans de mise en œuvre, ou des projets qui s'appuient fortement sur une gestion appropriée ou le concept approprié, ou les projets qui influencent le changement social ou des solutions innovatives sont des bons candidats pour ce genre de suivi. D'un autre côté, les projets qui fournissent des services ou des mises en œuvre ou des stratégies qui avancent au cas par cas ne sont probablement pas le bon modèle pour un suivi tenant compte de la complexité. Donc le suivi tenant compte de la complexité a un certain nombre de principes d'orientation et ça peut être important pour le suivi des aspects dynamiques et des stratégies. Et quand on applique ces principes à votre propre situation, on peut découvrir des nouvelles solutions de suivi. Donc, la plupart des suivis de solutions, il y a 3 points aveugles. Souvent, on n'adresse pas un ensemble plus large de résultats, de systèmes, y compris les résultats attendus, non attendus et potentiellement négatifs. Synchroniser le suivi avec le rythme du changement. Et ça, c'est quand le processus d'adaptation s'accélère ou ralentit pour s'adapter à la situation sur le terrain, afin de continuer à fournir des informations utiles. Et enfin, considérer les interrelations, les perspectives et les limites de chacun. Ça, c'est le point sur donc tous ensemble, ces 3 concepts présentent le champ d'application et l'intention de ces systèmes.
Soyons un petit peu plus spécifiques maintenant. Nous savons ce que le suivi veut dire. Quand est-ce que nous utilisons ces méthodes? Nous nous sommes centrés sur des approches en termes de réflexion et on va voir quelles sont les questions et les problématiques à aborder. Comme je l'ai mentionné plus tôt, lorsque l'on travaille dans des scénarios assez compliqués, quand les systèmes sont complexes de manière générale, comment est-ce que nous pouvons avoir des programmes de suivi? L'évaluation n'est pas toujours possible et dans ces scénarios complexes, et il peut y avoir certaines questions qui n'ont pas été, auxquelles on n'a pas trouvé de réponse. Donc il y a un certain nombre de questions que ces scénarios peuvent soulever. Certains de ces principes sont soulignés dans cette diapositive. Quels sont les résultats que nous manquons? Quels sont les résultats qui peuvent encore émerger? Il y a encore un certain nombre de parties prenantes et de sous-catégories de parties prenantes en quelque sorte. Que se passe-t-il dans le contexte plus généralisé? Nous allons voir quelles méthodes peuvent être utilisées et quelles réponses apporter à ces questions. Quels sont des exemples d'approches CAM? Vu que je n'ai seulement un petit peu de temps, je vais aborder certains éléments seulement. Donc voici un petit aperçu que je vais vous présenter. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations pour chacune de ces approches, il y en a 9, je pense. Nous avons discuté de ces approches de manière plus détaillée dans un séminaire qui a été enregistré et que nous pouvons partager avec vous. Si vous êtes intéressé par ces diapositives, vous pouvez nous contacter afin que nous puissions les partager. Nous avons également des documents de référence que nous pouvons partager avec vous qui détaillent un petit peu plus ces approches. Voici quelques exemples d'approches CAM. Vous en avez peut-être entendu parler de certaines de ces approches. Peut-être que vous les avez même utilisées sans vraiment le savoir. Beaucoup de ces approches utilisent des méthodes mixtes et qui apportent des solutions de réflexion et de discussion. Il s'agit d'engagement, ce qui me mène à un élément de recommandation important. Ne laissez pas les termes vous intimider. En quelque sorte, si vous avez des termes qui sont trop complexes, vous pouvez les éviter. La nouvelle terminologie n'est pas là pour vous effrayer, au contraire. Il faut se concentrer sur ces approches par rapport à ce que l'on a déjà vécu, par rapport aux expériences que vous avez déjà eues. On pourra vous aider également pour la documentation et pour l'engagement avec les parties prenantes. Par exemple, pause et réflexion, la première approche, requiert un élément de pause, tout simplement, pendant ou après la mise en œuvre, pour réfléchir sur ce qui s'est bien passé et sur ce qui s'est moins bien passé, afin de faire un suivi. Vous pouvez le googler. Il y a des fiches de participation là-dessus. C'est une approche qui vous encourage à poser, à réfléchir sur certaines questions clés. L'analyse de réseaux sociaux est une autre approche qui est montrée ici. Cela peut être parmi les différentes parties prenantes, entre les parties prenantes. Nous pouvons également faire des cartographies de solutions. On peut poser la question à différents groupes d'individus pour voir comment les activités fonctionnent, les activités d'intervention. Certaines des approches que vous pouvez voir peuvent requérir davantage de temps et nous allons les passer en revue un petit peu après. Le plus important ici, c'est d'identifier ce qui a été similaire à ce que vous avez vécu et de voir un petit peu pour ces approches qu'est-ce qui peut être différent. Honnêtement, je pense que la terminologie pour ces approches peut être un obstacle parfois à une participation active. Donc j'ai inclus ici les approches pause et réflexion, résultats, changements les plus significatifs, cartographie, effet boule de neige, analyse des réseaux sociaux et analyse de contribution. Voici une flèche. La flèche vous indique l'approche qui sera détaillée un petit peu
dans la prochaine présentation, mais je vais vous donner un petit aperçu pour commencer. Brièvement, l'analyse de contribution est une approche structurelle pour mieux comprendre les facteurs qui ont mené à des résultats observés. Cela inclut 6 étapes que les utilisateurs peuvent évaluer. Cette approche est particulièrement utile lorsque le rapport entre l'activité et le résultat voulu n'est pas tout à fait clair. La prochaine intervenante va vous en parler davantage, mais tout d'abord, nous allons voir comment nous pouvons choisir entre ces différentes approches. Comment peut-on choisir entre ces différentes approches? Ici, vous pouvez voir une matrice qui est dans le guide d'utilisation, qui vous donne un petit peu les questions clés pour chacune des approches. Nous avons déconstruit un petit peu cette matrice dans les prochaines diapositives. Nous allons commencer avec les questions qui sont à gauche et en haut sur la ligne horizontale, vous pouvez voir 9 différentes approches CAM. Et si l'approche est particulièrement adaptée, il y a un point rouge que vous pouvez voir ici, à l'écran. Parmi les approches clés pour la question quels résultats avons-nous manqué, nous avons par exemple les approches pause et réflexion, cartographie. Certaines approches sont plus adaptées pour explorer les différentes stratégies des parties prenantes et le contexte plus généralisé, et d'autres approches sont plus adaptées à l'évaluation des résultats. Quand avez-vous besoin des réponses? Lorsqu'on regarde le timing pour l'intervention des projets, certaines de ces approches sont plus adaptées à une phase anticipée, d'autres à une phase ultérieure. Parfois, les approches peuvent être utilisées à la fin d'un cycle de projet, parfois au début, donc tout dépend du type d'approche. Enfin, quelles ressources avons-nous besoin pour la mise en œuvre? Je sais que cette diapositive est très petite pour pouvoir lire le texte, mais rappelez-vous que cette matrice et ce tableau se trouve dans le CAM Guide auquel vous pouvez avoir accès. Ces approches peuvent être quantitatives ou qualitatives, ou les deux. Nous regardons également la facilité d'approche et d'utilisation. Enfin, le type d'engagement. Qu'est-ce qui est requis en termes d'engagement avec les parties prenantes? Vous pouvez le faire depuis votre bureau ou bien virtuellement avec des réunions virtuelles avec les parties prenantes. Est-ce que vous avez besoin de le faire en personne pour vous faire évoluer le projet? Juste à titre indicatif, tout ceci est approximatif, tout est absolument flexible et ajustable en fonction du contexte. Les approches varient en fonction des permis et des autorisations que nous pouvons avoir. Il s'agit d'avoir davantage de participation, mais cela voudra dire que c'est peut-être plus difficile. Donc la valeur ajoutée vient vraiment de cette participation. Elle est très importante. Prochaine diapositive. Dernière diapositive. Comment choisit-on uniquement une approche? Et la réponse est que vous n'avez pas besoin de le faire. Vous pouvez en utiliser plusieurs pour répondre aux besoins que vous avez, pour répondre à différentes fonctions. Parfois, il peut y avoir une connexion entre ces différentes approches. Certaines approches ont des éléments communs et parfois elles utilisent de manière intentionnelle des éléments d'autres approches. Par exemple, la cartographie utilise des éléments d'analyse de contribution et il s'agit de compléter un petit peu les différentes approches.
La matrice peut être utilisée pour sélectionner une de ces approches et les compiler, les juxtaposer. Le guide vous en dit plus sur cette notion de juxtaposition des approches. Vous pouvez voir comment elle fonctionne et voir comment vous pouvez intégrer des résultats que vous avez observés au fil de vos expériences en ce qui concerne la triangulation des données. Sur ce, je pense que j'ai passé assez de temps pour vous parler des approches CAM. Nous allons maintenant aller plus en détail et pour cela, je vais maintenant passer le micro à Madame Matthew Madison, directrice du projet, qui va nous en dire plus sur la complexité de ces structures. Merci beaucoup, Emily. Bonsoir, bon après-midi, bonjour tout le monde. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de vous rejoindre cette réunion et nous allons partager avec vous comment nous avons contribué à l'analyse de l'expérience de programme. Je vais aller plus en détail dans un instant, mais je souhaite commencer par l'analyse de la contribution et voir pourquoi elle existe. Juste un petit aperçu sur le pourquoi. Comme vous l'avez entendu de manière assez brève, au début du webinaire, Chisu est le système d'information dans l'utilisation des données. Notre travail se centre sur le renforcement des systèmes et des données et de voir comment les gens utilisent les données. Cela est assez complexe. Notre théorie de programme et de changement est à l'écran ici. Vous montre les stratégies, les perspectives de stratégie. Au cœur de cette diapositive, vous pouvez voir comment nous soutenons nos partenaires de leadership. Nous travaillons sur l'optimisation de la demande en termes d'utilisation, pour l'utilisation des données qualitatives. Nous travaillons directement avec les systèmes de cartographie, de logiciels, en haut à droite. En bas à gauche, vous pouvez voir que nous travaillons sur le renforcement des organisations globales qui continuent le programme de soutien dans les années à venir. Je ne vais pas détailler tout cela, mais en gros, comment est-ce que l'on mesure tout cela, toutes ces différentes composantes qui travaillent ensemble, et comment est-ce que ces composantes sont connectées? Prochaine diapositive. Notre cadre sous-jacent s'appelle le système d'information de soutien, élément d'amélioration. Encore une fois, je ne vais pas détailler tout cela. Nous avons un certain nombre d'autres webinaires qui pourront vous donner davantage d'informations. Mais en fait, il s'agit de systèmes d'information. Ce sont les flèches qui sont au centre de cette diapositive qui montrent comment ces différents domaines, ces différents secteurs d'activité peuvent progresser. À travers différentes étapes, ce sont les différentes étapes qui sont listées en haut de l'écran. En tant que programme, Chisu utilise ce cadre pour évaluer notre succès dans chaque pays. Comment pouvons-nous les soutenir pour avancer les secteurs d'activité concernés? Donc, notre EPIC travaille pour développer un cadre et vous voyez ici une présentation très succincte. Ce cadre décrit les connexions entre notre travail dans ce pays et les interventions clés qui sont ici à gauche de l'écran et quelles sont les connexions entre ces interventions avec les améliorations dans les différentes parties du système d'information de santé au niveau de nos objectifs spécifiques et à droite
à droite sur l'écran. Ça, c'est tout dans le cadre du contexte de différentes étapes d'amélioration continue. Et donc, nous espérons, dans nos pays, d'avoir une référence au début et un suivi pour monter la progression dans ces améliorations. Nous ne sommes pas toujours en mesure de faire cette évaluation formellement. Ceci dit, nous sommes en mesure de le faire au moins une évaluation informelle et le montrer afin de démontrer cette progression. Donc, notre indicateur technique primaire pour notre projet se focalise sur les différentes cases que vous voyez ici au fur et à mesure que nous progressons au niveau de la progression des systèmes de santé au niveau des pays, également le nombre d'interventions et ces chiffres que nous suivons nous les avons mis en œuvre dans 38 pays et là où nous avons rendu de compte sur plus de 450 interventions et plus de 100 améliorations à ce stade. Et nous explorons les motifs, les différentes approches à travers les objectifs stratégiques des différents pays et à travers différentes... Donc vous pouvez voir que nous avons déjà une quantité importante de données